podcast. Il y a quelques années, j'ai risqué ma vie à refuser de la donner. Alors, j'ai décidé d'ajouter ma voix à toutes celles qui, comme moi, ont enfreint la loi au nom de la liberté de choix. Pour que le récit individuel serve le combat collectif. Cette histoire est notre histoire. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. Je fais partie des salopes qui l'ont fait. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. J'espère que ce genre de choses ne puisse plus se produire. Les femmes méritent mieux que ça. Il suffit d'écouter les femmes. C'est mon histoire, mais c'est une histoire qui s'inscrit dans la vie des femmes quand même. Il suffit d'écouter les femmes. Un podcast original en 5 épisodes de Julie Ozou, produit par Lina, en partenariat avec France Télévisions. 4e épisode, histoire de salle de bain. J'étais assise sur les cabinets. J'entendais les gouttes de sang tomber dans la cuvette. Ça ne s'arrêtait pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir très peur. Et là, dans les 2 heures qui ont suivi, je fais une infection importante. Je passe à 40 degrés, je suis dans les vapes. Et j'ai vite compris. Quand vous ressentez cette douleur et tout, vous vous dites, c'est pas normal. Les douleurs que vous avez, c'est pas normal. Très rapidement, j'ai commencé à sentir mauvais. Je pense que j'ai encore cette odeur d'infection dans les narines. Au fur et à mesure que le temps va passer, ma mère saigne. Mais pas saignoter, hein. Ça saigne. Oh, je dis, maman, ça commence à m'affoler. Je dis, maman. Et alors, je changeais. Les serviettes, les draps, tout ça. Il y avait du sang. Oh, je dis à maman, oh non, maman, tu peux pas rester comme ça. Et dans l'immeuble où on était, il y avait un médecin. Et je lui disais, je vais aller le chercher, maman, tu veux pas rester comme ça. Mais non, c'est normal, quand on accouche, on saigne un peu, puis tu vas voir, ça va s'arrêter. Oh, puis je voyais que ça s'arrêtait pas du tout, moi. Je voyais que, dans cette pénombre, je voyais bien que ça saignait. Je regardais le plafond rose saumon assorti au carrelage de la même teinte. Quelle faute de goût. Je focalisais sur une tache de moisissure que je n'avais jamais remarquée auparavant. Jusqu'à présent, je n'avais eu ni peur de la prison, ni de la mort. À vrai dire, je n'y avais même pas pensé. Pourtant, on m'avait prévenu à plusieurs reprises des répercussions possibles. Je savais qu'on pouvait en mourir, ça je savais. Parce qu'il y avait des histoires comme ça qui circulaient et que on pouvait aller en prison, que les médecins refusaient parce que eux aussi risquaient d'aller en prison. Enfin, il y avait une menace. Mais je me disais, ça peut pas me concerner. Ça peut pas m'arriver, quoi. Ça me concerne pas. Tout le monde savait que la mère de notre copine Janine était morte ainsi, même si personne n'en parlait. Tout le monde se couche et le lendemain, pour aller à l'école, on se lève. Il n'y avait pas maman. Maman était là pour le coucher, mais maman n'était pas là pour le réveil. Elle était partie à l'hôpital parce qu'elle avait eu un souci. Mais vous savez, les enfants à l'époque n'étaient pas investis dans la vie familiale comme maintenant, surtout à la campagne. Donc mais c'est comme ça. Maman n'est pas là. Et voilà, donc nous sommes allés à l'école ce jour-là, je crois bien. Et le lendemain, nous n'avons pas été à l'école. Nous avons été séparés, les 3 filles dans une famille et les 3 garçons dans une autre. Et qui sont venus nous annoncer que notre maman était décédée et qu'elle était enterrée. Moi, j'avais 9 ans et demi.
Ce n'est qu'à l'adolescence où, en discutant un petit peu avec des copines, avec des parents éloignés, qu'on avait quelques brides de ce qui s'était passé. On savait qu'elle était enceinte d'un 7e, que le bébé était mort et que c'est à la délivrance où, malgré tout le sang qu'on lui donnait, elle a fait une hémorragie et elle ne s'est pas réveillée. Donc, ma mère est bien décédée d'un avortement pratiqué par ce médecin et elle s'en est pas remise, quoi. C'est sûr, je préférais mourir que de mettre au monde un enfant. À aucun moment je n'ai douté. Mais là, pas tout de suite. Pas comme ça. Je vais vite chez Sylvia pour la voir. C'est ma meilleure amie. Et puis ça répond pas chez elle. Bon, je vais voir la concierge. Je lui dis, vous savez pas si Sylvia était là, elle est là aujourd'hui. Est-ce qu'elle est là Elle me dit, mais elle est morte. Elle m'a dit ça, j'ai cru m'écrouler. Le lendemain, je viens revoir sa mère, moi. Et on était toutes les deux. Pourquoi, comment, je peux pas vous le dire. On s'est retrouvés au Monoprix, dans cette foule, en larmes toutes les deux, pendant 1h30 debout. Et elle m'a raconté comment est morte Sylvia, d'un avortement clandestin. J'ai pris une serviette dans l'étagère en rotin, puis une autre, puis une autre. Au départ, je voulais pas les salir et j'ai plus eu le choix. J'ai plongé le sang. J'ai fait couler l'eau dans la baignoire pour tenter de laver les serviettes au fur et à mesure. Mais la baignoire est devenue entièrement rouge. C'était effrayant. J'avais mal et je me sentais faiblir. Pourquoi Alain n'est pas là tout contre moi ? Je me suis rassise sur les toilettes. Je voyais mon visage dans le miroir. On dirait un fantôme. Mes parents vont bientôt rentrer. Finalement, peut-être que je préfère mourir, plutôt qu'ils me trouvent comme ça. Mes parents me font confiance. Je ne peux pas les décevoir à ce niveau-là. Je peux ne pas être reçue aux examens, ce qui m'est arrivé la première année, mais là, non. C'est pas possible. Je vais trop les décevoir et ça ne peut pas m'arriver. Je n'ai pas la force de les affronter. Ni eux, ni tous les autres. Ceux qui nous jugent, nous dénoncent ou nous poussent à dénoncer. Les autres. Pardon madame, excusez-moi. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement ? Écoutez, on ne doit pas tuer quelqu'un, et c'est tout. On ne tue pas, quand c'est fait, c'est fait. Il y a une loi. Il y en a 1920, elle est de ménage, alors on est très bien. Vous pensez que c'est un crime d'avorter ? Oui, exactement. Bah, moi aussi, parce que le monde, il n'y en a pas de trop. Voilà. Il n'y en a pas de trop. Les ceux qui le font disparaître, ben, c'est presque un crime. Par exemple, si une jeune fille de 16 ans ou 17 ans est enceinte, est-ce qu'elle pourrait se faire avorter selon vous ? Non. Parce qu'après, ça va être... On s'en sort plus, quoi. Vous pensez qu'il y aurait des abus ? Oui, ce sera la porte ouverte. Porte ouverte à quoi ? Bah, à tous les abus, à tout... On se dira, bon, on peut y aller tranquillement, puisqu'on aura toujours la porte de secours. Les voisins, les collègues, l'église, les médecins. Un livre qui porte le titre « L'avortement, crime ou libération » et vous répondez « crime ». La médecine a été inventée dans un seul but. Celui de protéger cette vie, de son début à la fin. Et spécialement quand elle est faible, quand elle est malade ou quand elle est en danger. Alors, il faudra bien choisir, parce qu'il n'y a pas deux médecines. Il n'y en a qu'une. Et il faudra décider si l'on désire avoir des médecins qui soignent ou des doctes qui tuent. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine, non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Je me sens tellement seule face à tous. Comme si j'étais une criminelle. Comme si c'était une faute d'être une femme. Je sais bien que des faiseuses d'anges ont été condamnées.
Ça rigolait pas. Si elles se faisaient pincer, c'était la prison. Elles étaient frappées, ça rigolait pas. Je me sentais partir. Je transpirais. Mon corps s'affaissait. Il faut que j'aille à l'hôpital. Mais je peux pas y aller. Je veux pas y aller. Je veux pas que ça se sache. Je veux pas y aller. Et puis j'ai fait une infection. Ma copine elle rentre, j'avais 41,2, 5 de tension. Elle a dit, tu vas mourir, je t'emmène à l'hôpital. Et à un moment donné, ma mère m'a dit, va le chercher. Et alors, dans mon souvenir, il est venu tout de suite. Évidemment, quand il a vu ma mère, il me dit, ta mère il me tutoyait, ta mère va être emmenée, t'inquiète pas, ça y est, c'est... Tu couches dans le lit, là, de mon frère. Des ambulanciers sont venus. Et ma mère est descendue sur une civière. Il fait très chaud, donc j'ouvre cette grande porte-fenêtre, et c'est le silence. Et mon père, je ne l'ai pas entendu. Il ne s'est pas levé, rien. Et mon frère, pareil. Comme s'ils avaient reçu un somnifère puissant. Et les gens chez qui je suis, puisque la police était sur ces choses-là à l'époque, disent il faut qu'on s'en débarrasse, on ne peut pas le garder là s'il y arrivait un malheur. Donc ils m'emmènent en voiture, et je me souviens, ils me jettent presque sur le parvis de la clinique, et arrive un brancard qui me charge sur le brancard et on m'emmène en courant. Vous avez 42 fièvre, vous êtes dans le délire. Vous voyez passer des lumières, vous voyez le parvis, mais vous n'avez pas conscience. Je serais morte, je pense que ça serait fait en douceur. J'étais déjà partie. Mes parents ne doivent pas savoir. Les autres ne doivent pas savoir. En plus, il paraît que parfois ils maltraitent les femmes. Tous. Ils maltraitent tous les femmes. Je veux pas aller à l'hôpital. Je veux pas y aller. Je veux pas aller à l'hôpital. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. Cette malade, enfouie sous ses draps, c'est une jeune fille de 20 ans. Elle est atteinte de septicémie, c'est-à-dire d'une infection généralisée, très grave et autrefois régulièrement mortelle à la suite d'un avortement mal fait. Elle a été sauvée de justesse par les techniques modernes de réanimation. Il y a de 300 à 800 000 avortements clandestins chaque année. On estime à 1 pour 1000 le nombre des accidents mortels et les complications sont fréquentes. L'Hôtel-Dieu, c'est aussi le Moyen-Âge, quoi. C'est inimaginable. Une salle immense, une travée centrale, où sont, me dit-on, les prostituées. Et moi. On n'est pas des damnés, on est des femmes, on arrive comme on peut. Et je suis installée dans un lit, on met tout de suite les sabots. C'est là que je vois qu'on met des sabots au lit pour retenir le sang, les hémorragies. Donc je suis dans ce cas-là. Il y avait des bonnes sœurs à l'époque. Elles vous appuyaient sur le ventre pour faire sortir les caillots. Si vous voulez, on passait pour des putes. Elle disait que on faisait pas ça, c'était contre tout ce que les bonnes sœurs pensaient à l'époque. Enfin, certaines d'entre elles. Mais c'était pas triste. Hein. Et donc, là, j'ai réalisé, et je veux dire, ils ont appelé un interne
qui m'a dit « Madame, est-ce que vous avez conscience que vous venez de faire un avortement ?» Et il m'a dit « Écoutez, un avortement, on en fait un dans sa vie, pour des raisons, je ne vous juge pas, mais de toute façon, vous n'en ferez pas deux. » Ils m'ont fait une piqûre et je ne sais pas. Un avortement, on m'a dit. Point. Mais je ne sais pas. Disons que j'ai eu un curetage. Voilà, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai eu un curetage en urgence. J'ai eu de la chance que ce soit sous anesthésie générale. Alors, quand je reprends conscience, je suis dans une salle commune de l'hôpital. C'est la nuit. Ce que je sais, c'est que j'avais tellement mal que je serrais mes draps dans les dents et je tirais comme ça. J'ai déchiré les draps, quoi. Et puis, il y avait une infirmière. Alors, c'était une religieuse qui passait d'un air très pincé et puis qui me disait « Vous saurez, mademoiselle, que c'est plus douloureux d'avorter que d'accoucher. » Et puis elle partait comme ça. Puis 2-3 fois comme ça. Elle est passée, elle voyait que je déchirais mes draps, mais non, pas du tout me proposer un antidouleur pour que ça passe, quoi. Il fallait que j'en bave. Ils m'ont fait un curetage, mais pas trop endormi, hein, pour bien vous faire dérouiller. Hein. Ils étaient vaches à l'époque, hein. Ah oui, il fallait pas tomber dans leurs mains. Je sais qu'on nous mettait du bromure dans le café le matin pour ne pas avoir d'envie sexuelle, quoi. Pour nous empêcher, pour nous couper toutes nos envies. Pendant 15 jours au moins. Et je me souviens, on me tape sur les mains comme ça partout et on me dit « Qui a fait ça? Qui? Donnez-nous le nom. » J'étais un peu dans le brouillard, hein. Ils m'ont laissé dans un couloir, ils m'ont cassé les bonbons pour savoir qui me l'avait fait, ils m'ont harcelé. Vous êtes prête à mourir, ils sont en train de s'acharner sur vous, hein. Et dites-nous qui vous l'a fait, dites-nous, et dites-nous. Parce qu'à l'époque, il y avait des procès pour les faiseuses d'anges, là. Ils me croyaient pas, hein. J'ai dit, je vous dis que je l'ai fait toute seule. Là, au-dessus de vous, là, prête à mourir, là, ils sont en train de vous harceler, hein. Et ils viennent tous, là, pour vous dire, il faut dire qui vous l'a fait. Ah, je dis, mais personne, c'est moi. Bah oui. Et le lendemain, le professeur passe avec plusieurs infirmières. Et là, je suis libérée et il me repose la question. Bon, il me dit, c'est très bien tout ça, mais qui vous a fait ça? Il faut que je sache. Et il appelle la police et j'ai jamais dit rien. Rien, jamais. J'avais 16 ans. Tout se mélangeait dans mon esprit. J'avais chaud et froid en même temps. Le silence et le bruit s'entrechoquaient. L'obscurité qui se confondait avec la lumière m'empêchait d'ouvrir les yeux. Je n'arrivais plus à tenir ma tête. J'étais en train de glisser de la cuvette quand j'ai senti quelque chose s'arracher dans mon ventre. Une douleur extrêmement violente. Ça m'a coupé le souffle. Je me suis redressée d'un coup. Et là, c'est tombé. C'est pas du tout un embryon, hein. C'est un fœtus. Je le vois très bien. J'ai ça, moi, comme ça. Elle me dit, va me mettre ça dans les toilettes. Bon, je mets ça dans les toilettes. C'était des vieilles chasses d'eau, vous savez, on tirait. Heureusement, ça part. J'ai senti un gros truc qui sortait, je l'ai touché, j'ai vu, c'était grand comme ça. Ça m'a foutu la trouille, j'ai tiré la chasse d'eau, c'est parti. Ça s'est terminé par le bruit de la chasse d'eau, parce qu'il est le produit d'avortement, comme on dit en médecine. Il l'a recueilli dans quelque chose, il est allé le jeter dans les toilettes. Et je me souviens du bruit de la chasse d'eau, et je me suis dit, mon petit embryon, il est en train de voguer dans les égouts. C'est vrai, hein, je me suis dit ça. Sable blanc, aveuglant. Et moi qui suis encore vivante. Arbre pâle, plein de râle. Et moi qui suis encore vivante. J'ai senti tout autour de moi comme un silence de plomb.
comme si le temps s'était arrêté. J'ai pleuré de soulagement. J'avais réussi. J'avais encore mal et j'étais fébrile, mais je ne pouvais pas perdre de temps. J'ai jeté les serviettes dans un sac poubelle. Jamais ma mère n'élucidera la disparition de ces 3 serviettes. J'ai mis tout ce que j'ai trouvé, les serviettes de toilette et autres, dans la poche poubelle. Et comme ça, je vais me débarrasser de ce sac poubelle-là il fallait qu'il disparaisse. Donc j'ai pris la voiture, j'ai balancé ça dans un fossé. Et j'ai récuré toute la pièce. Je pense que c'est moi qui ai téléphoné à ma grand-mère. Et ma grand-mère, ça par contre, je sais ce qu'elle me dit au téléphone. Surtout pas d'eau chaude. Tu vas mettre tout ce linge dans la baignoire. On avait une très grande baignoire. Et surtout, tu mets du gros sel. Et elle me dit, je fais à manger à ton grand-père et après je viens. Et donc avec une brosse à chien dents, moi j'ai commencé à frotter. Mais la baignoire était rouge. Mais rouge. Mais rouge. C'est impressionnant, vous savez. Et elle me dit, écoute, c'est pas le tout maintenant, il faut que tu fasses à manger à ton père et à ton frère. Tu vas descendre, tu vas aller acheter du jambon, et ma grand-mère employait le mot, tu vas faire des nouilles. On ne disait pas pâtes à l'époque, on disait des nouilles. Ma grand-mère dit, tu vas faire des nouilles. Eh bien, voilà, j'ai fait ça. Mais alors, comme une automate. Hein. Mon père est arrivé, rien. Mon frère, rien. Parce que on a mis des jours à faire tout ça. C'est pas un après-midi qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire au niveau du linge. Hein. On a mis des jours. Attention mademoiselle, ce n'est pas fini. Là, il vaut mieux être assis pour ne pas tomber de saisissement devant cette petite machine à laver pour 3 kilos de linge. Elle sait tout faire toute seule. La machine à laver automatique permet de faire une lessive de 4 kilos en 10 minutes. Et si la ménagère employait la lessiveuse, combien de temps mettrait-elle pour faire cette lessive? Il faut compter 3 heures à 3h30. Mais elle est beaucoup plus chère. Elle est beaucoup plus chère et beaucoup plus délicate. J'avais envie de vomir, je tenais à peine sur mes jambes. Je me suis couchée. Puis voilà, je me suis remise petit à petit. Malgré mon épuisement, j'ai ressenti un profond apaisement et l'envie de sentir la douceur du vent et de la chaleur sur ma peau. J'aurais pu complètement mourir. J'ai de la chance parce que j'ai survécu. Encore moins, c'était facile parce que celles qui ont fait avec des aiguillères des côtés, il y en a beaucoup qui mouraient. C'était terrible, mais enfin moi, ça allait. J'ai pas de grands souvenirs de la souffrance. J'ai le souvenir du soulagement. Ça y est, c'est fait. J'étais tellement soulagée après. Tellement soulagée. J'avais un poids en moins. J'avais plus tout ce truc horrible, ce chaos. J'avais enlevé, pour moi c'était le diable. Hein. Il fallait que ça n'existe pas. Hein. Il fallait que je cache à la population. Et grâce à cet avortement, j'avais réussi mon coup, quoi, quelque part. J'ai jamais eu peur. Toutes mes conneries, j'ai jamais eu peur. La peur n'évite pas le danger. J'étais contente quand je suis ressortie. Ça a été une grande libération. Ça m'a changé la vie. C'est clair. Avec le désir que j'avais de faire des études, de voyager, de bouger, de ne pas me marier, de pas avoir d'enfant, si j'avais dû mettre au monde cet enfant, mais pour moi, je n'ose même pas l'imaginer. Je n'ose pas l'imaginer. J'aurais fait n'importe quoi. Je crois que j'aurais fait n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est une deuxième étape de ma vie qui va démarrer. Au moins, j'ai pas ce problème-là à régler. Je me voyais pas avec un enfant à 16 ans, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'était pas concevable dans mon esprit. J'avais des ambitions, j'avais des objectifs. Non, c'était pas concevable. Par contre, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est ne soyez pas étonnés si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, si vous ne pouvez plus avoir d'enfant. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Aucune réaction. Je m'en foutais éperdument. Normalement, il m'a dit que tout était bon, quoi. Bien sûr, j'allais avoir mal, mais qu'après, je pourrais avoir un enfant et que tout ça, ce sera vraiment oublié. Oublié. On n'oublie jamais.
mais aussi le besoin de partir d'ici, de claquer la porte et de crier à la terre entière ce sentiment d'injustice qui continue à me tordre le ventre. Mon corps me poussait de manière vitale à ne plus me taire et à aller dans la rue. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Il suffit d'écouter Les Femmes, un podcast original de Julie Ozou, produit par Lina, en partenariat avec France Télévisions. Réalisation Guillaume Solignat, mixage Guillaume Solignat, Grégory Chopard, documentaliste Elsa Duhail, Madeleine Orva, direction de production Claire Mainfroy, assistante de production Anaëlle Mekiès, chef de projet Laetitia Fourmont, responsable éditorial Zoé Macheret, un podcast Tina.